Bonjour, chers amis, collègues, futurs résidents. Donc, je partage avec vous cette vidéo pour vous faire un petit débriefing sur les différents tableaux cliniques des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, on va suivre un petit plan rapidement, tout d'abord de décrire l'anatomie vasculaire des artères qui nourrissent le cerveau, et puis dans un deuxième temps, on va essayer de décrire les signes cliniques qui résultent de l'ischémie focale de chacun de ces territoires. Donc, pour commencer, je vous rappelle que l'ensemble des artères qui irriguent le cerveau proviennent donc de la circulation artérielle de la crosse de l'aorte que vous voyez ici. Alors, essayez de suivre toujours la flèche au niveau de la présentation. Donc là, c'est la crosse de l'aorte. On sait que la crosse de l'aorte donne trois branches essentielles qui sont l'artère, d'abord de gauche à droite, l'artère sous-clavière gauche qui devrait partir dans ce sens, vous ne la voyez pas sur ce schéma. Ensuite, l'artère commune, l'artère carotide commune gauche, et puis le tronc brachiocéphalique droit qui va par la suite se diviser en deux, l'artère sous-clavière droite et l'artère carotide commune droite. Et puis vous avez également les deux petites artères vertébrales, la vertébrale gauche qui naît directement de la crosse de l'aorte, donc à l'inverse de l'artère vertébrale droite qui, comme vous voyez, qui commence au niveau du tronc brachiocéphalique droit. Alors, le cerveau reçoit essentiellement donc une vascularisation à travers ces artères en se divisant en deux circulations. Une circulation antérieure qui est constituée par les artères carotides, et puis une circulation postérieure qui se base sur les artères vertébrales qui prennent leur nom donc de leur passage dans le canal vertébral de part et d'autre des vertèbres. Donc on va commencer par la circulation antérieure, c'est-à-dire les artères carotides. Là vous voyez l'artère carotide commune gauche qui va au niveau du bulbe carotidien se diviser en deux branches, l'artère carotide externe qui ne nous intéresse pas aujourd'hui particulièrement, et puis l'artère carotide interne, la plus importante pour le cerveau, parce que en rentrant dans le crâne, donc, elle va donner les différentes branches collatérales. Alors la première branche qui naît de la carotide est l'artère ophtalmique qui se dirige vers le globe oculaire homolatéral. Et puis ensuite, il y aura une deuxième petite artère que vous ne voyez pas ici sur le schéma, mais qui est la choroïdienne antérieure gauche. Et puis par la suite, deux branches terminales qui sont l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure, qui sont désignées donc par la lettre M pour dire cérébrale moyenne et A ici pour dire cérébrale antérieure. Et puis par la suite, chacune de ces artères va se diviser donc en subdivision binaire à chaque fois pour donner deux branches M2, une antérieure et une postérieure, et chaque branche M2 va se diviser en deux branches M3 et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin donc de l'arborisation artérielle. Alors en ce qui concerne la circulation postérieure, on disait que ça commence au niveau des artères vertébrales qui en rentrant dans le crâne vont donc se réunir pour former ensemble le tronc basilaire qui va donner comme branche terminale les deux artères postérieures, cérébrales postérieures, et puis avant de donner donc ces branches terminales, va donner des branches collatérales, essentiellement l'artère cérébelleuse supérieure et les deux artères cérébelleuses inférieures, antéro-inférieure et postéro-inférieure. Et vous voyez ici donc ces petits traits qui représentent la communicante postérieure qui va donc permettre de communiquer l'artère carotide à la circulation carotidienne, à la circulation vertébro-basilaire, donc à travers au niveau du segment P1, c'est-à-dire le premier segment de la cérébrale postérieure, et au niveau donc de la terminaison de la carotide, et ainsi vous voyez qu'il y a toujours une continuité vasculaire à l'intérieur du cerveau qui fait que même s'il y a une occlusion au niveau d'un gros tronc, d'une grosse vertébrale ou bien d'une carotide interne, il y a toujours une circulation de secours qui se fait donc dans ce cercle là qui grâce aux communicantes antérieures
entre la carotide et la cérébrale postérieure, et donc grâce à la communicante antérieure entre les deux cérébrales antérieures, donc va permettre au cerveau de recevoir une circulation qui pourrait donc se compléter. Voilà, là c'est une coupe axiale du cerveau, plus ou moins médiane, qui passe par les noyaux gris centraux que vous voyez ici. Là c'est le côté antérieur et là c'est le côté postérieur, et comme vous constatez, donc c'est l'hémisphère gauche. Donc vous voyez les noyaux. Tout d'abord vous voyez le ruban cortical ici, hein, le cortex cérébral, qui là où se trouve le corps cellulaire du neurone, et puis la substance blanche qui représente la continuité donc du corps cellulaire par les axones, qui vont donc assurer la transmission de l'influx nerveux vers les différents organes au niveau du corps, à savoir la motricité, la sensibilité et puis les autres fonctions du cerveau. Et là, il y a les noyaux gris centraux. Là, c'est le thalamus, un corps qui est arrondi, et le noyau lenticulaire qui a une forme plutôt triangulaire. Là, c'est la tête du noyau caudé. Et entre ces trois structures, trois structures centrales, il y a donc cet espace qui est sous forme d'un V, donc dirigé vers le côté gauche, hein, avec deux bras, le bras antérieur, donc le bras postérieur, et puis donc le genou de la capsule interne. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette capsule interne, qui n'est que donc un endroit où passent les axones, donc qui prolonge les corps cellulaires. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce bras postérieur, là où passe l'ensemble, la totalité du faisceau pyramidal qui vient donc du cortex moteur. Et puis, donc là, la capsule interne tire son intérêt de cette particularité, parce qu'une simple ischémie dans cette zone pourrait donc détruire l'ensemble des fibres de la motricité. Et puis également le thalamus, qui représente le maestro de la sensibilité et qui reçoit, ou bien plutôt qui projette l'ensemble de la sensibilité de l'hémicorps contralatéral vers les cortex sensitifs. Et donc une ischémie focale au niveau du thalamus va évidemment donc se compliquer par des troubles sensitifs contralatéraux, et on verra ça par la suite. Donc au niveau du cortex cérébral, on peut en gros diviser donc le cortex cérébral, et ça vous le savez, le cerveau d'ailleurs, en lobes. Là par exemple vous avez le lobe frontal, hein, le lobe on va dire temporal et pariétal, parce qu'ils sont sur des niveaux superposés par rapport à cette coupe, et puis dans la partie postérieure le cortex occipital. Donc en gros trois subdivisions superficielles et un gros carrefour qui est donc les noyaux gris centraux et la capsule interne. Donc maintenant, après ce petit rappel des structures anatomiques cérébrales, on va superposer les fonctions les plus importantes du cerveau, notamment la fonction de la motricité, de la sensibilité, ainsi que les fonctions supérieures sur ce schéma. Alors on va commencer par la motricité. Alors ce schéma certainement vous dit quelque chose, c'est l'homonculus de moteur de Penfield, et qui en fait traduit les zones cérébrales qui font bouger donc les parties anatomiques du corps humain, de l'hémicorps contralatéral. Et comme vous voyez, la taille de ces organes, là vous voyez le pied par exemple, et le membre supérieur, la face, est représenté en fonction proportionnelle par rapport au nombre de neurones par rapport aux membres innervés. Et vous voyez par exemple que le membre supérieur, ou bien la main, est doté de fonctionnalités beaucoup plus développées par rapport aux membres inférieurs, ce qui donc se traduit par cette disproportionnalité de l'homonculus de Penfield. En tout cas, donc le cortex moteur est le premier point du départ du faisceau pyramidal, qui est donc le support de la motricité volontaire. Et je vous rappelle donc que ce faisceau pyramidal va donner, à partir de cette zone du cortex,
donc l'ensemble des fibres qui vont se regrouper, comme j'avais dit tout à l'heure, au niveau de la capsule, du bras postérieur de la capsule interne, qui vont descendre par la suite au niveau du tronc cérébral, dans les trois parties du tronc, c'est-à-dire le mésencéphale, et puis le pons et le bulbe, et puis à la fin, donc au niveau du tiers inférieur du bulbe, ce faisceau pyramidal va décusser la ligne médiane pour aller à l'hémichord contralatéral. Donc essentiellement le lobe frontal et le lobe qui contient le cortex moteur, donc il va assurer cette fonction. Donc à côté de la fonction de la motricité, il y a aussi la fonction de la sensibilité, et sachez que le cortex sensitif, alors anatomiquement ou topographiquement, il est adjacent au cortex moteur, ce qui fait que, donc en termes de vascularisation artérielle, on va retrouver que les signes moteurs et les signes sensitifs sont souvent associés ensemble lorsqu'il y a une atteinte artérielle. Donc vous pouvez imaginer un homunculus plus ou moins semblable à celui-là dans une même zone, qui va représenter la sensibilité. Donc, à part la sensibilité et la motricité, il y a aussi d'autres fonctions que vous connaissez, que le cerveau assure, notamment donc la zone du lobe frontal. Vous savez que c'est une zone qui est responsable donc du raisonnement, du jugement, et donc son atteinte va se traduire par le syndrome frontal. Et je vous rappelle donc نذكركم بالآية القرآنية اللي تقول لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله العظيم. Donc كاذبة خاطئة, rappelez-vous bien que si on va faire des erreurs ou bien si on va mentir, c'est donc grâce à cette zone-là qui serait responsable de notre comportement. Donc entre autres dans ce syndrome frontal, on retrouvera donc des troubles du comportement. Alors autre zone, la partie postérieure du cerveau, ou le lobe occipital, on le sait aussi que c'est une zone qui est responsable qui contient le cortex visuel, donc qui va analyser les images qui proviennent par la rétine et ensuite par les voies optiques pour essayer d'interpréter et d'élaborer le contenu visuel que nous voyons. Donc qu'est-ce qui nous reste? Donc cette partie latérale, ou la zone pariétale, plutôt temporo-pariétale, là c'est une zone qui va être responsable du langage pour l'hémisphère majeur, et pour l'hémisphère mineur, qui est souvent donc le côté contralatéral. À la place du langage, donc cette zone va donner donc des signes de négligence. Alors je vous rappelle que le cerveau est anatomiquement donc superposable au niveau du côté droit et du côté gauche. Par contre, sur le plan fonctionnel, il y a quelques différences, dont la plus importante est cette particularité que le côté gauche donc contient le centre du langage, alors que le côté droit, c'est plutôt va donner le syndrome de négligence à la place du trouble de langage. Alors on dit que c'est le côté gauche parce que la majorité des individus sont des droitiers, et donc leur hémisphère majeur est le contralatéral à ce côté droit, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. Par contre, pour les gauchers, également pour les gauchers, on va dire, leur hémisphère majeur est majoritairement le côté gauche. C'est pour cette raison, donc par défaut, si vous avez des QCM là où on ne précise pas la latéralité, on prendra par défaut l'hémisphère gauche comme un hémisphère donc responsable un hémisphère majeur, donc responsable des troubles du langage. Par contre, si dans les QCM vous retrouvez la notion de latéralité, c'est-à-dire un patient, on vous dit que c'est un patient droitier, sachez que là on veut dire que l'hémisphère gauche c'est l'hémisphère majeur. Alors si on vous dit qu'il est gaucher, ça veut dire que il est possible que ça soit l'hémisphère droit comme étant un hémisphère majeur qui va donner des troubles du langage, mais dans la plupart des cas, même si le patient il est gaucher, son hémisphère majeur il est du côté gauche. Donc c'est une nuance très importante à attirer votre attention là-dessus.
parce que ça pourrait donc vous induire en erreur face aux questions QCM ou bien CROC. Donc, même dans cette zone de langage, on va la subdiviser en deux zones. Une zone antérieure qu'on appelle donc le centre de Broca, et une zone postérieure, le centre de Wernicke. Et c'est pour cette raison qu'il y a deux types sémiologiques d'aphasie. Une aphasie antérieure, dite antérieure parce que là, vous voyez, c'est plutôt vers l'avant, ou bien une aphasie postérieure si c'est le centre de Wernicke. Alors cliniquement, on les distingue par le fait que l'aphasie antérieure, ou bien l'aphasie de Broca, qui s'appelle aussi l'aphasie motrice, c'est une aphasie qui se distingue par le fait qu'il n'y a pas de trouble de la compréhension, c'est-à-dire que le patient comprend parfaitement les ordres et donc le langage qu'il va entendre. Par contre, quand il aura besoin de parler, de s'exprimer, là, on va constater qu'il y a un manque du mot, donc le patient ne pourra pas s'exprimer, et souvent, donc dans la pratique, vous avez des familles qui vont vous dire, bon voilà, mon père ou bien ma mère a des troubles de la mémoire, ne se rappelle plus des mots. Alors en réalité, c'est pas des troubles de la mémoire, mais c'est plutôt un manque du mot, donc traduction de l'aphasie de Broca. Alors, par contre, l'aphasie de Wernicke, c'est totalement le contraire, c'est-à-dire que le patient, dans ce cas, ne comprend plus donc le langage, vous lui parlez, il ne va pas comprendre les ordres que vous allez lui donner, et puis le langage, en conséquence, qu'il va donner, c'est vrai que c'est un langage plus ou moins intègre en termes de mots, mais en termes de sens, donc c'est un jargon incompréhensible de mots. Donc on appelle ça aussi la jargonophasie. Voilà, donc une aphasie motrice antérieure, Broca, une aphasie sensorielle postérieure au dite de Wernicke. Donc maintenant on va rajouter les pièces de ce puzzle progressivement. Donc là, les vaisseaux. Je vous rappelle qu'on avait parlé de la carotide interne et qu'on avait dit que quand elle rentre dans le cerveau, elle va se bifurquer au début en deux artères, la cérébrale moyenne, suivez bien la flèche, donc la cérébrale moyenne et la cérébrale antérieure. Et puis on avait aussi dit que la cérébrale moyenne va se bifurquer en une branche superficielle antérieure et une branche superficielle postérieure. Donc ces artères vont en conséquence donc irriguer les zones adjacentes. Alors par contre, par rapport aux zones occipitales, alors cette zone va être vascularisée par la branche terminale de la circulation vertébro-basilaire, c'est-à-dire l'artère cérébrale postérieure. Donc c'est elle qui va assurer l'irrigation du cortex occipital. Donc, alors maintenant on connaît, en gros on localise les différentes fonctions et on localise les artères. Donc on pourrait subdiviser donc ce cerveau en territoire vasculaire. Alors le premier trait que je dresse, c'est ce trait noir qui va séparer un petit peu le territoire de la cérébrale antérieure qui est destiné essentiellement au lobe frontal par rapport au territoire de la cérébrale moyenne qui est donc dans les côtés latéral à côté de ce territoire frontal. Donc un deuxième trait plutôt postérieur pour distinguer ou séparer donc la zone irriguée par la cérébrale postérieure, le cortex occipital, et donc entre la zone occipitale et la zone frontale, vous allez trouver cette zone donc au milieu qui est le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Et ce territoire lui-même peut être subdivisé en deux parties. Donc une partie profonde, cette partie-là, cette zone-là, qui contient donc les noyaux gris centraux, et on avait dit tout à l'heure que les zones les plus importantes, ou bien les organes les plus importants dans cette zone, c'est le thalamus, parce que c'est l'ensemble des faisceaux de la sensibilité, et la capsule interne, la totalité des fibres de la motricité. Alors cette zone serait, c'est vrai, elle est vascularisée par la cérébrale moyenne, mais essentiellement elle reçoit des branches qui ne sont pas des gros troncs artériels. Elle va recevoir une petite vascularisation, donc une micro-vascularisation, c'est donc les artères, ou bien les artérioles perforantes qui vont naître de cette, donc prendre naissance au niveau de ce segment, le premier segment ou bien le segment proximal de la cérébrale moyenne, c'est-à-dire le segment M1.
Alors par contre, la zone superficielle sera vascularisée par la branche M1 antérieure, c'est-à-dire la branche sylvienne superficielle antérieure pour cette zone en avant de cette ligne noire, et la sylvienne superficielle postérieure pour la zone en arrière de cette ligne noire. Alors, dans certains cas, il est possible d'avoir une ischémie de l'une de ces parties indépendamment des autres. On va essayer d'expliquer par la suite dans les détails donc les signes cliniques de chaque territoire de ces territoires vasculaires. Voilà, on va commencer tout d'abord par la cérébrale antérieure. Alors maintenant, je pense que les choses sont un peu plus faciles peut-être à mémoriser, et c'est ça l'objectif au fait de cette vidéo. C'est pas pour donner un cours, parce que vous avez donc sur votre polycopier tout ce dont vous avez besoin. Mais bon, l'astuce alors c'est de regarder un petit peu le schéma et essayer de deviner quels sont les signes cliniques qui résultent de l'ischémie de chaque territoire. Par exemple, alors pour le syndrome frontal, pour l'ischémie dans le territoire de la cérébrale antérieure, vous voyez que donc si on aura un thrombus à ce niveau, donc toute cette zone serait donc il y aura une ischémie dans cette zone, donc tout ce qui est dans ce rectangle vert sera donc défaillant, entre autres. Alors on avait dit tout à l'heure motricité, sensibilité et autres fonctions. Alors par exemple dans ce cas-là, vous auriez une hémiplégie contralatérale, puisque là on est dans le côté gauche, donc l'hémiplégie serait dans le côté droit, et là elle va se distinguer par le fait qu'elle est qu'elle va prédominer sur le membre inférieur que vous voyez ici. Donc une hémiplégie contralatérale à prédominance crurale, c'est-à-dire le membre inférieur, associée à une hypoesthésie contralatérale et un syndrome frontal. Voilà pour vous rappeler ces symptômes. Alors ensuite, le territoire donc superficiel de l'artère cérébrale moyenne, donc la cérébrale moyenne superficielle antérieure, donc vous voyez bien donc le rectangle vert, et puis vous pouvez en déduire qu'il va y avoir donc une hémiplégie contralatérale à prédominance brachio-faciale associée à une hypoesthésie contralatérale associée à une aphasie de type Broca. Alors par contre, si on est dans le territoire de la cérébrale moyenne superficielle postérieure, on aura donc sur le plan moteur, alors regardez bien le rectangle vert, absolument rien, donc il n'y aura pas de déficit moteur parce que le cortex moteur s'arrête, on va dire plus ou moins dans le territoire de la cérébrale moyenne antérieure. Par contre, si c'est une cérébrale moyenne superficielle postérieure, donc théoriquement vous ne devrez pas retrouver de signes moteurs, mais par contre vous trouvez ni de sensitif probablement, mais vous retrouvez une aphasie de type Wernicke. Et puis une petite remarque que j'ai fait exprès, je déborde un petit peu donc de ce rectangle parce que une partie donc des voies optiques pourrait être donc vascularisée par l'artère cérébrale moyenne superficielle postérieure, et en conséquence en association à l'aphasie de Wernicke, vous auriez éventuellement un trouble de la vision qui va donc se traduire par une hémianopsie latérale homonyme contralatérale. Donc, je vous rappelle que là, on est dans l'hémisphère majeur, c'est-à-dire que c'est le côté gauche. Alors, si c'était le côté droit, vous auriez pile poil les mêmes symptômes. La seule différence serait, c'est qu'à la place de aphasie, vous retrouviez donc un syndrome de négligence, c'est-à-dire une hémiasomatognosie. Ça veut dire que le patient ne reconnaît pas les segments de son corps. Donc vous lui montrez le bras, il ne saura pas est-ce que c'est son bras à lui ou bien c'est le membre, ou bien il pensera que ce membre ne lui appartient pas. Alors une hémiasomatognosie associée à une anosognosie, c'est-à-dire le patient ne se rendra pas compte qu'il est, on va dire qu'il est malade en quelque sorte. Donc vous trouveriez un patient hémiplégique, mais quand même qui va essayer de se mettre debout tout seul, aller aux toilettes. Il vous demandera à chaque fois donc de rentrer chez lui
parce que voilà, il pense pas qu'il est malade, etc. Ça, si c'est le côté droit qui serait donc impliqué dans l'ischémie. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça? Donc voilà, pas de déficit moteur, aphasie de Wernicke, et si c'est une hémisphère mineure, négligence, et une héménopsie latérale contre-latérale. Donc maintenant, le territoire profond. Alors c'est vrai que souvent, quand il y a une atteinte de territoire profond, c'est-à-dire une occlusion proximale de la branche M1, alors ça s'associe à une atteinte également des territoires superficiels. Mais parfois, il peut y avoir une occlusion proximale avec des branches collatérales qui vont irriguer et garder la partie superficielle donc fonctionnellement en vie. Et donc cette collatéralité pourrait venir de la cérébrale postérieure ou bien de la cérébrale antérieure. Et en conséquence, parfois, on retrouve uniquement des signes de souffrance de ce territoire profond. Et dans ce cas, alors, est-ce qu'il va y avoir une atteinte, un trouble des fonctions supérieures? Non, parce que la zone de Broca et la zone de Wernicke, ainsi que le syndrome de négligence, donc il n'y aura pas de symptômes, parce que c'est une zone qui est fonctionnellement en état fonctionnel. Par contre, donc, il y a forcément une atteinte de la capsule interne et du thalamus. Donc, dans ce territoire, il y aura un déficit essentiellement moteur contralatéral. Et comme je venais de dire, il n'y a pas de signes corticaux. Et là, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Alors, pour distinguer un petit peu cliniquement quand il s'agit d'un AVC plutôt cortical ou bien un AVC profond, comment on peut les distinguer? Tout d'abord, pour les AVC corticaux, par la présence des fonctions supérieures, enfin du trouble du langage, du syndrome frontal ou bien d'un trouble visuel. Dans ce cas, on est dans un territoire superficiel, mais aussi il y a une remarque très importante par rapport à la motricité, c'est que dans une ischémie superficielle, donc la motricité serait segmentaire, c'est-à-dire que vous n'auriez pas un déficit proportionnel de même intensité sur les trois parties du corps, mais vous auriez plutôt une prédominance. Donc la prédominance, que ce soit brachiofacial occlural, signifie qu'on est devant un infarctus plutôt cortical, alors que les infarctus profonds, d'une manière opposée, il n'y aura pas de fonction supérieure, ni visuelle, ni du langage, et le déficit moteur serait donc proportionnel, parce que vous voyez que la capsule interne est touchée, donc tout ce qui provient du tractus pyramidal va être donc altéré, et en conséquence on aura une hémiplégie, souvent elle est massive, très très importante, et donc contralatérale. Voilà. Alors maintenant, si le territoire sylvien est touché en totalité, c'est-à-dire que le cas que nous venons de décrire, c'est-à-dire une ischémie proximale de l'artère sylvienne au niveau M1, donc avec une collatéralité défaillante, et dans ce cas, on aura tout le territoire qui sera touché. Donc en conséquence, on aura une hémiplégie, alors pas brachiofaciale par atteinte, comme le montre donc la systématisation ici, mais totale, parce que vous avez l'ischémie de la capsule interne donc dans ce territoire, associée donc à une aphasie, mais dans ce cas, laquelle va être l'aphasie Escourt-Broca ou bien Wernicke, et bien il y aura une aphasie mixte qui associe les caractéristiques de Broca et de Wernicke ensemble. Et puis sachez que souvent le territoire de la cérébrale moyenne est un territoire très étendu, donc en cas d'une ischémie totale de la cérébrale moyenne, il y aura donc des signes relativement graves de très mauvais pronostic, et éventuellement avec un effet de masse, un œdème très important qui pourrait même donc comprimer les structures profondes et le système ventriculaire. Donc on aura un trouble de la conscience probablement, et une déviation conjuguée de la tête et des yeux. Voilà, alors le dernier territoire cortical, c'est le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Donc quand il y a une occlusion de la cérébrale postérieure qui donc diffère un petit peu, parce que c'est la circulation vertébro-basilaire. Donc dans ce cas, vous auriez donc, comme vous voyez, une hémianopsie latérale homonyme contralatérale, et parfois, et là je fais parfois exprès de déborder, une hémihypoesthésie, parce que il y a une partie du thalamus, je vous
rappelle, ça c'est le thalamus. Il y a une partie du thalamus qui reçoit des branches donc perforantes du P1, de la première partie de la cérébrale postérieure. En conséquence, on pourrait avoir une hypoesthésie contralatérale si c'est le territoire de la cérébrale postérieure qui est touché. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre concours de résidana. Inch'Allah, dans le futur des collègues qui vont adorer la neurologie. Je vous rappelle, mais c'est une très belle spécialité sur tous les plans. Donc, si vous aurez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des QCM ou des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible, très facile, vous avez mon Facebook, vous pouvez me contacter à tout moment. Voilà, je ne sais pas si on aura la possibilité de parler de la circulation vertébro-basilaire, des syndromes alternes, mais de toutes les façons, c'est pas une partie très importante dans le cours. Mais le plus important, en fait, c'est pas les informations sémiologiques, mais c'est plutôt donc cette façon un petit peu de mémoriser une forme d'étiquette pour mémoriser un petit peu donc les territoires vasculaires. Voilà, merci beaucoup et j'espère donc vous revoir en chair et os prochainement à Monastir. À bientôt.